Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Contrairement à d'habitude, aujourd'hui je dois commencer avec un petit avertissement. Comme vous l'avez peut-être remarqué à votre œil aguerri, vous avez remarqué qu'il y a présentement 7 objets dans la pièce à l'effigie de Batman. Je suis un grand fan de Batman et cela peut teinter la revue que je vais faire du jeu que je vous présente aujourd'hui. Car aujourd'hui je vous présente un jeu qui s'appelle Batman Gotham City Chronicles. Un jeu si gros, si énorme que ça prend 2 boîtes de cette taille-là pour fournir le jeu de base seulement. Ça ne couvre pas les extensions. Gotham City Chronicles, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu 1 contre tous, donc de type One vs All, comme Descent par exemple, dans lequel un joueur va prendre le contrôle d'un des vilains de la Bat-galerie de Batman, avec les sbires de ce dit vilain, alors que les autres joueurs se partageront un certain nombre de héros. Et c'est un jeu qui est contrôlé par une mission qu'on va choisir, donc le vilain va avoir des objectifs à remplir, les héros vont avoir des objectifs à remplir. Le premier camp qui atteint ses objectifs, ou après un certain nombre de temps, celui qui a atteint ses objectifs va remporter la partie. C'est un jeu de figurines créé par Monolith Games. C'est un jeu qui va durer environ 10 heures, qui va de 2 à 5 joueurs. La particularité du jeu, c'est qu'ils ont repris les 98,4% des mécaniques du jeu Conan et ils ont tout simplement réimplémenté ces règles-là avec la licence de Batman. Si vous avez déjà écouté ma revue de Conan, vous savez qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu-là. Donc mes pensées ne devraient pas trop aller dans le plus négatif, étant donné que là, en plus, on va chercher la licence du personnage du super-héros que je préfère parmi tous les super-héros de l'histoire de l'humanité, et de loin. Ceci étant dit, maintenant que vous savez ce que je pense du super-héros, est-ce que le jeu est bon? Je vais aller vous montrer comment on installe ça, comment on fait le placement côté joueur, côté héros, côté vilain. Ensuite, je vous montre comment on joue et je reviens pour vous dire ce que j'en pense, même si vous en avez déjà une bonne idée. Donc, évidemment, la première chose qu'on a à faire quand on joue à Batman, c'est de se choisir une mission. Le jeu vient avec un petit livret comme ça. C'est un type de jeu où chaque mission va nous donner nos objectifs de victoire et défaite. Fait qu'on va aller choisir là-dedans. On en a quand même pas mal à choisir à l'intérieur du livret qui vient avec le jeu de base. La mission que j'ai choisie pour vous est la première mission du jeu qui s'intitule La ruine de Gotham City. Dans cette mission-là, Bane va tenter de poser des explosifs partout pour tout faire exploser. La mission nous indique quelle carte on doit prendre, quel plateau de jeu on doit prendre. Il y a 2 plateaux de jeu recto verso qui viennent avec le jeu. Celui-là représente le métro souterrain de la ville de Gotham. Dans la mission, on va nous indiquer quel jeton on a besoin. Si on a des petites icônes ici sur cette ligne-là, ça indique si on a besoin de placer des cartes sur le plateau. Ça nous indique les jetons qu'on a placés sur le plateau, les différents jetons qu'on a besoin pendant la partie. On a ici nos conditions de victoire, de défaite. On a ici qui va commencer à jouer. Fait que sur notre piste de plateau, de tour de jeu, on va aller placer un jeton, puis on va le mettre sur la couleur appropriée selon ce qui est indiqué dans notre livret de scénario. Fait que dans ce cas-ci, on va le mettre sur le bleu. Si ça avait été gris, on l'aurait mis sur le gris pour indiquer quel groupe de joueurs va commencer, le vilain ou les héros. Puis à part ça, on a toutes les informations. Fait qu'ici, on va avoir des jetons ravitaillement. Ici, j'ai placé un jeton ordinateur. Ici, j'ai placé le tag avec la tuque, les owls, les tags avec les shotguns. J'ai un jeton bombe à placer ici. Les petites cases bleues comme ça identifient où les héros eux-mêmes vont avoir à commencer. Fait que pour le placement du plateau, on fait vraiment juste suivre les différentes consignes telles qu'indiquées dans le livret de mission. Et ça va ressembler à ceci quand on a un placement fait initial pour un début de partie. On va se garder aussi pas loin tout le reste du matériel qui est nécessaire. Fait que je vais avoir ici, par exemple dans cette partie-là, Bane peut défoncer des murs. Fait que je vais avoir des petits jetons comme ça qu'on peut aller placer quand Bane défonce un mur. Je vais avoir différents dés à placer. Pour ceux qui ont connu Conan, on a 2 couleurs de plus. Fait qu'on a les dés jaunes, orange et rouge. Mais maintenant, on a un noir et un blanc qu'on peut aller utiliser. On se garde une réserve pas loin. Pour le placement générique là, qui concerne les 2 joueurs, ça ressemble pas mal à ça. On va aller regarder maintenant qu'est-ce que ça ressemble placer des plateaux de joueurs individuels.
Donc, la deuxième étape, ça va être de placer les héros en tant que tel. Là, les héros, ici, on va avoir une petite particularité par rapport au jeu Konami. C'est d'ailleurs une très belle amélioration dans le jeu. On va avoir à choisir des héros selon le nombre de joueurs qu'on est et les héros ne seront plus complètement imposés par le scénario. On voit que ce scénario-ci, par exemple, de la ruine de Gotham City, il vient avec 1, 2 et 3 héros. Mais pour chacun des héros, j'ai un choix à faire. Pour le premier héros, par exemple, on a le choix entre Montoya ou Batman. Pour le deuxième héros, on a le choix entre les deux versions de Catwoman ou Bluebird. Et pour le troisième héros, on a le choix entre Red Hood, Orphan et Nightwing. Pour mon exemple, on va choisir Nightwing, la première version de Catwoman, et Batman pour notre scénario. On nous donne aussi, la deuxième information qu'on nous donne, c'est combien de cubes vont commencer dans notre zone de fatigue. Ça, je vais vous montrer ça dans un instant. Fait que ici, on nous dit que chacun des héros va commencer avec 5 cubes dans sa zone de fatigue. Dernière chose qu'il y a dans le livret d'instruction avant que je passe au placement du plateau individuel. Les petits cubes bleus que j'ai montrés tout à l'heure faisaient référence à ceci. Fait qu'on me dit que le troisième héros, dans ce cas-ci par exemple Nightwing, va commencer sur cette case-là. Le premier héros, que ce soit Batman ou Montoya, va commencer sur cette case-là. Et mon deuxième héros, que ce soit n'importe quelle des versions de Catwoman ou Bluebird, va commencer sur cette case-ci. Fait que quand on a fait cette petite placement-là, il nous reste à regarder les plateaux de joueurs. On voit là, mes 3 plateaux de joueurs sont déjà installés. Je vais attirer votre attention un petit peu plus sur celui de Batman. Et comment le plateau de joueurs fonctionne? Bien, premièrement, quand je vous disais tantôt mon nombre de cubes énergie à placer, il va être ici. On me disait d'en placer 5 dans ma zone de réserve. Fait que Batman a 11 cubes. Il va commencer avec 5 dans sa zone de fatigue, dis-je. Batman a 11 cubes. Il va commencer avec 6 cubes dans sa zone active, 5 cubes dans sa zone de fatigue. Ça, ici, ça va être la zone de blessure. Chaque personnage va également avoir un petit jeton comme ça, qui va servir à indiquer s'il est actif ou passif au début de chaque tour. On va aller le placer ici. Dans la mise en place initiale, c'est pas important de quel côté on le place, on va avoir à le changer de chaque côté. On va également avoir, si j'attire l'attention sur le matériel en tant que tel, dans le fond, c'est qu'on va avoir une batte tablette qui ressemble à celle-ci, où on a les espaces où on va placer nos cubes tout au long de la partie, zone d'active, zone de fatigue, zone de blessure, à laquelle on va tout simplement coller notre fiche de personnage en tant que tel, qui nous donne nos caractéristiques, nos différentes habiletés. On va y aller comme ça. L'autre chose, j'ai oublié une petite chose, certains personnages attireront notre attention, par exemple, sur Catwoman, qui est juste ici. On va nous écrire juste en dessous de sa fiche, Catwoman commence avec l'équipement Claws. Si je descends un petit peu plus bas, Nightwing va commencer avec l'équipement Batten x2. Fait que ça, on va aller chercher dans la pile de cartes équipement qui a un dos comme ça, puis on va aller leur porter leur carte équipement, comme vous pouvez le voir ici. Fait que Nightwing a ses 2 bâtons, Catwoman a sa griffe. Il y a évidemment d'autres cartes équipements qui vont s'ajouter, mais là on va avoir à les choisir, et ça fait référence à la petite icône qui est juste ici. Ça va être l'icône de Bat Gadget. L'icône de Bat Gadget, c'est qu'on va aller chercher dans ce paquet de cartes-là, qui a ce dos-là, autant d'équipements qu'on veut, tant qu'on respecte la limite des Bat Gadgets qui sont ici. On voit que Batman, il y a une limite de 4, évidemment. Et pour ce scénario-ci, Batman va avoir été choisir ces classiques Batarang qui ont une valeur de Bat Gadget de 1. Il va avoir été chercher son Taser Gun qui a une valeur de Bat Gadget de 1. Et il va avoir été chercher sa Batcap qui a une valeur de Bat Gadget de 2. Pour un total de 4. Fait que ça va être l'équipement de Batman de départ. Fait que pour la mise en place des héros, on fait ça pour chacun de nos héros. Et quand c'est fait, les héros, eux, vont être prêts à commencer à jouer. Pour le vilain, la mise en place n'est pas tellement plus complexe. Le vilain, on va lui donner ici le nombre de cubes qui vont commencer dans sa zone active et le nombre de cubes qui vont commencer dans sa zone passive. On va également lui assurer de placer au bon endroit le jeton qui lui dit qu'il va régénérer le nombre de cubes qu'il va régénérer par tour. Dans ce cas-ci, c'est 5. On va lui dire d'aller chercher toutes ces tuiles-là et de les placer sur sa rivière dans cet ordre-là. Cette tuile en position 1, position 2, puis ainsi de suite. Ici, on lui demande de mettre une tuile de côté, fait qu'il va avoir à aller chercher évidemment toutes les figurines qui ont rapport avec ces tuiles-là. Même chose pour sa tuile qui est de côté. Quand le placement est fait, ça va ressembler à ceci. Fait qu'on va avoir la tuile qui est mise de côté avec la figurine appropriée. On va avoir ces 9 cubes actifs, ces 2 cubes dans la zone passive. On va avoir dans la mise en place, la première fois qu'on a le jeu, aller placer des petits jetons
dans ces zones-là, qui sont son jeton de mouvement, d'armure et de relance. Il y a ma petite valeur de 5 qui est placée en plein centre. Et j'ai toutes mes tuiles qui sont placées dans les positions 1 à 7, telles qu'on peut le voir sur les numéros, qui sont juste au-dessus. La dernière chose qui reste à faire, c'est dans ce cas-ci, on a un vilain. Fait que mon vilain, sur sa tuile, on a ici sa valeur en points de vie. Fait qu'on va aller chercher le jeton qui représente ce vilain-là. On a 4 espaces pour mesurer les points de vie, pour garder une piste des points de vie de nos vilains. On peut aller placer le jeton dans l'un des espaces et indiquer avec un autre cube sa valeur en points de vie. Fait qu'on va avoir une piste facile à suivre à chaque fois que ce vilain-là perd des points de vie. Puis si jamais il est éliminé, ben on va tourner sa tuile pour montrer que le vilain est éliminé. Fait que pour la mise en place du vilain, là, c'est vraiment, il n'y a rien de plus complexe que ça. Là. Dans ce cas-ci, il va y avoir des petits jetons de bombe qu'il va garder pas loin de sa zone de jeu parce qu'il va y avoir à faire référence. Peut-être juste une précision, c'est pas le cas dans ce scénario-ci, mais parfois on a des tuiles doubles. Quand on a une tuile double, ben, elle fonctionne comme toutes les autres tuiles. Elle prend tout simplement 2 espaces. Mais sur les tuiles doubles, on nous indique juste ici quelle est la valeur de la tuile double quand le coût qu'on doit payer pour l'activer. Ça, je vais y revenir dans une seconde. Fait que, par exemple, si ma tuile elle est comme ça, comme ma flèche de valeur est juste ici, ça veut dire qu'on considère que cette tuile-là est vis-à-vis le 4. Si ma tuile se déplaçait plus tard et elle était comme ça, bien, on considérait qu'elle était vis-à-vis le 2. Ainsi de suite. Fait que pour la mise en place du vilain, c'est vraiment aussi simple que ça. Fait que donc, une fois que tout le monde est placé, comment ça fonctionne un tour de jeu en tant que tel? Mais je rappelle premièrement que le livret de scénario m'indiquait quelle équipe va commencer. Dans ce cas-ci, ce sont les héros qui commencent à jouer. Le scénario m'indique également, juste en dessous ici, quelles sont les conditions de victoire-défaite, la durée de la partie. Dans ce cas-ci, la durée va prendre un maximum de 7 tours de jeu qu'on peut pister sur cette petite tuile-là. Chaque tour de jeu, la façon que ça va fonctionner, le scénario m'a dit qu'on commence avec les héros. Donc, quand on arrive au tour 1, on commence. Les héros vont jouer. On tourne le jeton pour se rappeler que c'est du côté du vilain. Quand le vilain finit de jouer, on s'en va au tour 2. Les héros jouent, vilain, puis ainsi de suite jusqu'à la fin du tour 7. Dans ce cas-ci, évidemment, comme on a des explosifs, ça a rapport avec le nombre de bombes que soit le vilain a réussi à amorcer, soit que les héros ont réussi à éliminer. Donc, commençons par le tour des héros. Comment un tour fonctionne? Première chose qu'ils vont faire, les héros vont décider s'ils sont actifs ou passifs. Ça va être représenté par ce petit jeton-là qui est juste ici. Les héros vont placer le jeton sur leur fiche du côté actif, le petit soleil, ou du côté passif. Qu'est-ce que ça change? Bien, 2 choses. Premièrement, les héros qui se mettent actifs vont régénérer peu de cubes. Dans ce cas-ci, tous les héros régénèrent 2 cubes s'ils se mettent actifs. Régénérer des cubes, ça veut dire les transférer de sa zone de fatigue à sa zone active. Les cubes dans la zone active sont les cubes disponibles pour le tour. Par contre, ils peuvent faire toutes les actions comme ils sont actifs. Fait qu'attaquer, attaquer de loin, manipuler le plateau, se déplacer, etc., etc. Si un héros décide de se mettre passif, il va régénérer davantage de cubes. Dans ce cas-ci, par exemple, Batman régénère 6 cubes quand il se met passif. Fait qu'il il a régénéré tous ses cubes. Il n'en avait que 5 dans sa zone de fatigue. Fait qu'il en régénérait 6. Mais il ne peut faire aucune action de combat, aucune action de déplacement, aucune action de manipulation, de combat à distance. Il ne peut faire que les actions de défense et les actions de relance, et parfois, dans certaines situations, certaines actions gratuites. Mais de façon générale, il ne peut que se défendre et faire des relances si un héros décide de se mettre passif. Je précise tout de suite aussi qu'est-ce que ça marche si on n'a pas assez de cubes dans la zone de fatigue. Disons qu'on est beaucoup plus loin dans la partie. Batman se retrouve dans cette situation-ci au début de son tour de jeu. Il a 3 cubes dans sa zone de fatigue et tous ses autres cubes sont dans sa zone de blessure. Il décide de se mettre passif au début de son tour. Il régénère 3 cubes qui passent de sa zone de fatigue à sa zone active. Et les 3 cubes manquants vont être pris dans sa zone de blessure et être ramenés dans sa zone de fatigue. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont déjà joué à Conan, ça veut dire qu'il n'y a plus d'élimination de joueurs. Un joueur peut commencer à ramener à tout moment, si sa zone de fatigue est vide évidemment, mais il peut ramener des cubes de sa zone de blessure à l'intérieur de sa zone de fatigue, lui permettant de jouer plus longtemps. Fait que ça élimine le concept justement d'élimination de joueurs, ce qui est selon moi une belle amélioration dans le jeu. Donc cela étant dit, disons que mes joueurs décident tous de se mettre actifs, ce qui fait qu'ils régénèrent chacun 2 cubes et peuvent faire toutes les actions de leur choix pendant le tour.
Maintenant, une fois que ça c'est décidé, ben là, le tour n'a plus de structure. Les joueurs agissent dans l'ordre qu'ils le veulent, font autant d'actions qu'ils le veulent, tant qu'ils ont des cubes pour les payer. Chaque joueur va avoir une valeur de déplacement qui est gratuite. Par exemple, Batman a 2 points de déplacement gratuits une fois par tour, alors que Catwoman en a 3 et Nightwing en a 2. Mais au-delà de ces points de déplacement gratuits-là, les joueurs vont avoir à placer des cubes dans les différentes zones d'action pour chaque action qu'ils veulent faire. Chaque cube dénote une intensité. Donc, si Batman veut faire une attaque en mêlée, c'est l'action qui est juste ici, mais très puissante, il peut mettre plus d'un cube à la fois, lui donnant davantage de chances de réussir son action. Je précise aussi, vous l'avez déjà peut-être remarqué, chaque zone est associée à un chiffre. Par exemple, Batman ici a un petit chiffre 3, alors qu'ici il y a un 3, ici un 3, un 4 ici, ainsi de suite. C'est l'indice de saturation de cette zone-là. Ce qui veut dire que dans un tour de jeu donné, Batman ne peut jamais avoir plus de 3 cubes dans sa zone de combat en mêlée. Que ce soit 3 actions différentes à 1 cube chacune, ou une action à 3 cubes, il ne peut jamais mettre plus de 3 cubes dans le même tour de jeu. Fait qu'une fois qu'il a rempli une zone, il ne peut plus attaquer en mêlée ce tour-ci. Et c'est la même chose pour chacune des zones autour de son plateau. Fait que les joueurs vont continuer comme ça en dépensant des cubes dans les différentes zones de leur plateau jusqu'à temps que tous les joueurs collectivement décident « Ok, on a fait assez d'actions ce tour-ci, c'est suffisant ». Quand ils décident de mettre fin à leur tour de jeu, tous leurs dés, tous leurs cubes utilisés vont se transférer dans la zone de fatigue, montrant que ces dés-là ont été utilisés. Ces cubes-là ont été utilisés et on passe la main au vilain. Donc, pour l'ordre de tour de jeu en tant que tel, c'est pas plus complexe que ça. Maintenant, je vais expliquer le vilain lui-même, comment il fait son tour de jeu avant de rentrer dans le détail des actions en tant que tel. Pour le vilain, la structure du tour est encore plus simple d'une certaine façon. Le vilain, quand on passe la main au vilain, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se régénérer d'un certain nombre de cubes tel qu'indiqué par le jeton qui est juste ici. Fait que dans ce cas-ci, il prendrait tous les cubes de sa zone de fatigue pour les amener dans sa zone active. Ensuite, le vilain va activer 1, 2 ou 0 tuiles pendant son tour de jeu. Le coût d'activation d'une tuile est tout simplement dénoté par la position de cette tuile-là sur la rivière. Fait que si mon vilain, par exemple, voulait activer le personnage Owls, qui est juste ici, il aurait à payer 3 cubes de sa zone active pour activer la tuile Owl. Une fois que la tuile est active, ça va permettre une activation à chacun des personnages qui est représenté par cette tuile-là. Par exemple, dans ce cas-ci, il y a 4 figurines Owls sur le plateau. Les 4 auraient le droit d'agir. Quand ils ont agi, on va tasser la rivière, ramener toutes les tuiles d'une case en baissant leur coût et on va aller mettre la tuile Owl à la toute fin. Disons que deuxième activation, il veut activer les tags qui sont juste ici. Il va payer 1 cube parce que ce tag-là est en première position et il va les tasser comme ça ici, et son tour, une fois que les tags auraient joué, son tour à lui est terminé. Son activation est vraiment pas plus complexe que ça. Il a des endroits où il peut dépenser des ondes, mais ça, on va y revenir dans chaque phase d'action en tant que tel. Fait que pour le vilain, c'est vraiment aussi simple que ça. Fait que le tour suivant, il va régénérer 5 cubes. Il va payer des cubes pour activer des tags. Fait que, par exemple, payer 1 cube pour activer le tag ici. Là, ça m'amène à cette tuile-là. C'est la seule tuile qui est particulière. La tuile Warning, c'est la tuile événement en quelque sorte. Là, dans mon scénario, on a une indication extrêmement claire juste ici. J'ai un gros warning qui relie la tuile qui est là avec le texte qui est ici. Le warning, ça va m'indiquer, cette zone-là va m'indiquer plutôt qu'est-ce que la tuile warning va faire spécifiquement. C'est différent dans chaque scénario. Dans ce cas-ci, par exemple, le joueur a 2 choix. Le premier choix, c'est d'utiliser tout simplement des points de renfort, un certain nombre de points de renfort. Ça, je vais revenir dans une seconde, qu'est-ce que c'est. Le deuxième choix, c'est également d'utiliser des points de renfort, mais là, en plus, Bane peut s'injecter avec le venin. Les amateurs de la BD comprendront. Dans ce cas-ci, si le joueur décide d'activer la tuile Warning, il peut payer 1 cube, activer sa tuile Warning, et là, il pourrait décider, je transforme Bane, il active son venin. C'est ça qui va faire que je vais remplacer sa tuile par la tuile de Bane Venom Injected, et sur le plateau de jeu,
on va aller enlever sa figurine de base pour la remplacer par sa figurine de Bane injectée par le venin. Mais ça, c'est un effet qui est spécifique à ce scénario-là. Quand on active cette tuile-là, chaque scénario a ses règles. Dernière petite précision, il n'y a absolument rien qui m'empêche d'activer la même tuile 2 fois, mais la deuxième fois, elle va coûter très cher. Par exemple, si on est comme ça ici, il commence son tour, il rajoute ses 2, je pourrais décider d'activer ce tog-là, ça me coûterait 2 cubes. Maintenant, comme il se retrouve en 7e position, il n'y a rien qui m'empêche de payer 7 cubes pour le réactiver une deuxième fois. Mais là, ça ne changera pas le coût des autres tuiles, puis ça va m'avoir coûté très cher de l'activer 2 fois. Fait que pour le tour des vilains, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. C'est comme ça que son tour de fonctionnement, c'est comme ça que son tour marche. Les petits détails qu'il me reste à préciser, c'est pas en tant que tel dans son tour de jeu, mais c'est des options qu'il a. Le vilain, éventuellement, ses figurines vont s'éliminer. Si, par exemple, toutes ces figurines-là sur le plateau viennent à être éliminées, ces figurines-là correspondent à cette tuile-là. Si toutes les figurines sortent du plateau, on va les amener dans la réserve personnelle du vilain, ben, on va tourner la tuile de côté pour montrer que ce vilain-là, il n'y en a plus sur le plateau. Et la tuile, elle va continuer à pourrir en quelque sorte sa rivière. Parce que s'il l'active, ben, il n'active aucun bonhomme. Il n'y a rien qui l'empêche de l'activer quand même, juste pour l'envoyer à la fin, mais là, il n'activera aucun personnage. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, ça peut arriver à différentes tuiles de se faire éliminer comme ça. Ce qui m'amène au renfort. Fait que disons qu'on a quelques tuiles, quelques personnages qui ont été éliminés en cours de partie. Quand le vilain active la tuile de warning, ça lui donne des points, ça lui donne entre autres des points de renfort, puis parfois d'autres effets spéciaux. Fait que disons qu'on est dans cette situation-là, mon vilain a plusieurs figurines qui ont été éliminées, il paye 4 pour pouvoir activer cette tuile-là, et il déclenche l'effet de renfort. Dans ce scénario-ci, on donne 6 points de renfort. Chaque tuile a un petit chiffre qui est ici indiqué en bas à droite de la fiche qui indique sa valeur en renfort. Ça veut dire que chaque tog associé à cette tuile-là coûte 1 point de renfort à faire revenir sur le plateau, alors que par exemple, chaque tog associé à cette tuile-là en coûte 2. Fait qu'avec mes 6 points de renfort, je pourrais décider de prendre 2, 3, 4 togs qui valent 1 point de renfort, un tog qui vaut 2 points de renfort, ça me fait un total de 6, et je vais les distribuer parmi ces jetons-là qui sont les jetons de renfort. C'est par là que les vilains arrivent. Fait qu'on va aller les placer sur le plateau dans les différentes zones de renfort en respectant les règles de placement du plateau. Ça, je vais y revenir dans une seconde. Fait que pour le renfort, c'est aussi simple que ça. Pendant la partie, le vilain a droit à tout moment. Si par exemple on est dans une situation où ces 3 tuiles-là, je n'ai plus de ces figurines-là sur le plateau parce qu'elles sont du côté vide, ben le vilain pourrait décider de payer 2 cubes qu'il sort du jeu pour enlever l'une de ces tuiles-là complètement de sa rivière. Fait que toutes ces autres tuiles vont coûter moins cher à activer le reste de la partie, mais il n'aura plus jamais accès à ces vilains-là, en plus d'avoir 2 cubes de moins dans sa zone. Une fois par partie, juste une fois par partie, on peut faire ce qu'on appelle une démobilisation. Une démobilisation, c'est exactement le même concept que ce que je viens juste d'expliquer, mais on peut le faire à partir d'une tuile qui n'est pas encore vide. Ce tog-là, je ne l'aime pas, je le trouve inutile, je trouve qu'il n'est jamais capable de rien faire. Je peux décider une fois dans la partie de payer 2 cubes, d'enlever la tuile, de la sortir de ma rivière complètement, et là, je vais aller enlever toutes les figurines qui sont sur le plateau qui correspondent à la tuile que je viens d'enlever. Je vais vider, puis je ne pourrai plus jamais les invoquer, je ne pourrai plus jamais les appeler en renfort pour le restant de la partie. Fait que là, pour la compréhension du vilain, on a tout ce qui reste à savoir. Tout ce qu'on a besoin de savoir. Ce qui reste à savoir, c'est les actions en tant que telles, comment ça fonctionne. Première action que je vais expliquer, le combat. En fait, je vais expliquer 2 actions dans le même segment. Le combat est représenté par 2 cases. Il y a le combat en mêlée qui est représenté par la case qui est ici, le combat à distance qui est représenté par la case qui est ici. Les vilains fonctionnent exactement de la même façon. Leurs caractéristiques en combat sont juste ici. Fait qu'on voit que ce vilain-là n'a aucune capacité de combat en mêlée. Mais quand il combat à distance, il va lancer une fois un dé noir. Si je prends par exemple ce Howls ici, mêlé il ne peut pas non plus. Quand il combat à distance, il va lancer une fois un dé jaune et un dé orange. Alors que par exemple, ce personnage-là ne peut pas attaquer de loin, mais s'il attaque en mêlée, il va lancer une fois 2 dés jaunes, et la petite flèche que vous voyez à l'intérieur des dés jaunes montre que pour chacun de ces dés-là, il a le droit à une relance gratuite.
Cela étant dit, le combat, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la même façon si c'est un joueur qui attaque des vilains qui attaquent des joueurs. C'est juste les dégâts qui interagissent pas de la même façon. Si Batman se trouve par exemple dans la case C, il voudrait attaquer l'un des thugs qui s'y trouve. Il va avoir décidé avec quelle intensité il veut les attaquer. Disons que dans ce cas-ci, il veut être overkill, il met 2 dés. Dans sa capacité d'attaque, il va attaquer, disons, le thug qui est juste ici, parce qu'il est un petit peu plus difficile à tuer. Comme il a mis 2 dés dans son attaque, il va lancer d'abord 2 dés rouges. Ensuite, il va aller regarder dans ses cartes équipements. Est-ce qu'il a des équipements qui vont l'aider dans son jet? Dans ce cas-ci, on voit que cet équipement-là a l'icône de mêlée, donc il s'active à chaque fois qu'il fait une attaque en mêlée, ce qui est le cas. Il va lancer un dé orange de plus, en plus d'avoir la capacité électricité. Ça, je ne l'expliquerai pas, c'est dans les règles, mais sachez qu'il l'a. Fait qu'il va lancer un dé orange de plus. Quand il est prêt, il est satisfait, là, il sait tous les dés qu'il va lancer, il les lance une fois. À ce moment-là, il a la capacité de faire des relances. Certaines capacités, je l'ai déjà montré, certains personnages vont avoir des relances gratuites, parfois sur notre capacité, sur notre carte équipement, ou directement sur notre fiche de personnage. Dans le cas, par exemple, de Catwoman, directement sur la fiche de personnage, on nous indique qu'on a des relances gratuites. Là, c'est le temps de les faire. On a aussi le droit, à tout moment, à chaque fois qu'on fait un lancer de dés, de transférer des cubes dans la zone qui est juste ici, qui est la zone de relance. Pour dire ce dé rouge-là, je sais qu'il peut être meilleur, j'aimerais le relancer. Je lance un cube, je ne suis pas satisfait, finalement c'est encore pire. Donc je vais le relancer encore. Finalement je reviens à mon 4, finalement je vais rester comme ça, c'était trop coûteux. Mais j'aurais pu continuer tant qu'il me reste des cubes et tant que je n'ai pas atteint l'indice de saturation qui est juste ici. Quand l'attaquant, qu'il soit un héros ou un vilain, décide qu'il a terminé avec son jet, il l'annonce. Je te fais une attaque avec 4 succès. À ce moment-là, là, c'est le défenseur qui rentre en ligne de compte. Dans ce cas-ci, mon défenseur, c'est un Thug. Comment ça fonctionne? On voit que le Thug, ici, il y a une valeur en armure. Ça veut dire qu'il va bloquer ce chiffre-là en succès. Dans ce cas-ci, il bloque les 2 premiers succès. Fait que ça éliminerait, par exemple, le dé orange, c'est qu'il lui reste 2 succès. Ce Thug-là, on m'indique qu'il a 1 point de vie. Fait que dans mes 2 succès restants, ben, ça veut dire qu'il est mort. Par contre, là, le vilain a une option. Sur son plateau de jeu, le vilain a une option, lui également, d'armure et de relance. À ce moment-là, il pourrait décider de consacrer un certain nombre de cubes à la défense. On voit que c'est des cubes orange, il doit décider combien de cubes il va consacrer à la défense. Il essaie de consacrer 2 cubes orange à la défense pour sauver son tour. Il lance ses dés, il obtient 3 succès, il vient de bloquer l'attaque. Disons qu'il avait obtenu ceci. Malgré ces 2 dés, il n'obtient qu'un seul succès. Ben, il a la même option d'aller se placer des cubes en relance pour relancer des dés tant qu'il le veut. Dans ce cas-ci, il a été chanceux, il a réussi du premier coup. Et vous voyez que lui aussi, il y a un indice de saturation. Il n'est juste pas écrit l'indice de saturation, mais une fois qu'il a rempli les petits espaces autour de chaque cube, de chaque zone, il ne peut plus placer d'autres cubes. Fait que l'attaque, littéralement, c'est pas plus complexe que ça. Si l'attaque avait eu lieu dans l'autre sens, la façon dont ça fonctionne, ben lui, je vous ai déjà montré, il y a une valeur d'attaque lui aussi. Par exemple, ce personnage-là ne peut attaquer qu'en mêlée. Quand il attaque, il lance une fois 2 dés blancs et 1 dé jaune. Fait que ce vilain-là lancerait 2 dés blancs et 1 dé jaune. Disons qu'il attaque Batman. Il lance ses dés. Le vilain peut décider de consacrer autant de cubes de relance qu'il le veut. Disons qu'il consacre un cube, il n'est pas satisfait, il en consacre un autre, il n'est toujours pas satisfait, il décide d'arrêter là. Il arrive avec 2 succès. Batman doit se défendre. Les personnages vont avoir sur leur fiche une valeur naturelle en défense. Pas tous les personnages, mais certains. Dans ce cas-ci, Batman, il y a une armure d'un dé orange. Fait qu'en défense, il va lancer gratuitement un dé orange. À cela, il peut s'ajouter autant de dés qu'il veut dans sa valeur d'armure. Fait que l'armure est juste ici. Batman, on voit que s'il consacre des dés en défense, ça va être des dés orange. Fait que chaque cube qu'il décide de se placer là, disons qu'il en place 2, ça va lui donner des dés orange supplémentaires. Il va faire son jet de défense. Il a à bloquer les 2 succès. Il fait son jet de défense. Il a réussi amplement à les bloquer. Fait que donc, il ne mangera pas de dégâts. Si, comme d'habitude, s'il n'est pas satisfait du résultat et qu'il lui reste des cubes, ce qui n'est pas le cas présentement, mais disons qu'il lui en restait un, ben, il pourrait consacrer un dé en relance pour essayer de réduire le nombre de dégâts. Là, dans ce cas-ci, on voit que si c'est ça mon jet de dé final, il y a 2 succès contre 1 en défense, il y a 1 dégât qui passe.
Comment ça fonctionne, les dégâts qui passent pour les héros? Ben, chaque dégât est un cube de la zone de fatigue qui s'en va dans la zone de blessure. Si tous les cubes sont pris, disons qu'on est comme ça, puis il mange un dégât, ben on va le prendre directement de la zone active. Puis si toutes les zones sont prises, ben on va aller le prendre directement dans des cubes qui ont déjà été utilisés pour ce tour-là. Fait que pour les blessures, c'est pas plus complexe que ça. Certains personnages du vilain ont plus qu'un point de vie. Fait que là, on a une piste sur son petit plateau de jeu. On a une piste comme je l'ai déjà montré. Puis pour chaque dégât que ce vilain-là va prendre, on va tout simplement baisser le cube. Quand il arrive à 0, il est éliminé. Le combat à distance fonctionne exactement de la même façon, mis à part qu'on utilise une caractéristique différente. Les petites différences, c'est que on ne peut pas attaquer à distance pour les héros si on n'a pas au moins un équipement qui nous permet d'attaquer à distance. Dans ce cas-ci, Batman a ses batarangs. Il peut le faire. Et l'autre particularité, c'est que si on est dans une zone qui est plus haute qu'une autre zone, je ne sais pas à quel point ça paraît, mais vous voyez ici, il y a une espèce d'escalier roulant. Fait que ce qui m'aide à comprendre que la zone qui est ici, elle est plus basse que la zone qui est ici. Ça, je reviendrai un petit peu tout à l'heure. La zone qui est ici est plus basse que la zone qui est ici. Ce qui fait en termes d'effet de jeu que s'il y a un héros qui attaque en position d'élévation, il va gagner un bonus d'un dé jaune pour son attaque, lui permettant d'avoir davantage de succès de faire des dégâts. Je précise tout de suite pour les dés, le dé jaune a une chance sur 2 de toucher, peu de chances de faire des gros succès. Le dé orange a 4 chances sur 6 de toucher, puis un petit peu plus de chances de faire des succès plus intéressants. Le dé rouge a 5 chances sur 6 de toucher, puis il y a des chances de faire des gros dégâts. Les dés blancs et les dés noirs sont des nouvelles additions dans cette deuxième édition des règles de Conan. Le dé blanc a seulement une chance sur 2 de toucher, par contre s'il touche, même une chance sur 3 de toucher, par contre s'il touche, il fait des bons dégâts. Le dé noir a une chance sur 2 de toucher, mais s'il touche, soit il fait très peu de dégâts, soit il en fait vraiment beaucoup. Le dé noir, c'est des affaires comme un shotgun ou un bonhomme enragé comme Bane qui va attaquer avec des dés noirs. Fait que pour l'attaque, ça couvre pas mal ce qu'il y a à dire. Dernier détail, c'est que tous les personnages vont avoir des capacités spéciales. Les capacités spéciales vont être indiquées avec des icônes comme ça ici pour les joueurs. On voit que Batman, il y a 2 capacités spéciales en mêlée, il n'y en a pas en range. On voit par exemple que ce personnage-là va avoir une capacité spéciale qui a rapport avec son mouvement. Bane étant Bane, il va avoir lui aussi plusieurs capacités spéciales, 2 qui ont rapport avec le mouvement, une qui a rapport avec le combat en mêlée. Mais ça, les capacités spéciales vont toutes être résumées dans le livre de règles. Je ne les passerai pas toutes une par une, mais ils peuvent avoir un paquet d'effets différents. Par exemple, ici, Batman peut contre-attaquer, si ma mémoire est bonne, ou enchaîner. Je pense que s'il fait des dégâts, s'il réussit à éliminer une cible, il peut enchaîner sur une deuxième cible. Ici, en art martial, ça lui donne des succès automatiques quand il se bat en mêlée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les personnages ont également des traits. Fait qu'ici, on voit que Batman ne peut pas utiliser des armes mortelles. Batman peut repousser ses limites. Batman peut prendre des coups à la place des autres. Batman, il y a plein de capacités de déplacement supplémentaires, etc., etc. Vous vous questionnez peut-être à savoir c'est quoi les petits chiffres qui sont associés. Ici, c'est le niveau de la compétence. Fait que par exemple, si Batman, ça me dit qu'il a un succès supplémentaire à chaque attaque en mêlée, certains personnages vont avoir des compétences à niveau 2 ou 3, indiquant la force de la compétence. Le petit chiffre qui est à côté, c'est que ça a rapport avec son équipement. Au cours du jeu, ça se peut qu'on ramasse des équipements qui traînent sur la map, et les équipements vont avoir une valeur d'encombrement. Par exemple, ce minigun-là, que Batman ne peut pas utiliser, soit dit en passant, parce qu'il a la petite tête de mort, c'est assez évident. Ce minigun-là a une valeur d'encombrement de 6. Chaque personnage a une limite d'encombrement de 6. Fait que si Batman ramasse ce minigun-là, par exemple, pour le donner à un autre personnage, ben, toutes les capacités qui sont indiquées 6, ben, en fait, tous les chiffres qui sont inférieurs à 6 vont être bloqués parce que Batman va avoir dépassé sa limite d'encombrement. Fait que ces 2 capacités-là, dès que Batman atteint 4 d'encombrement ou plus, ne peut plus les utiliser, alors que ça n'affecte pas ses habiletés informatiques de pirate, etc. Mais ses habiletés de mouvement, dès qu'il atteint une capacité de 3, d'encombrement de 3, il ne peut plus les faire. Puis son déplacement gratuit à tous les tours réduit selon sa valeur en encombrement. Fait qu'un encombrement de 6, il n'aurait plus ces 2 points de déplacement gratuits par tour. Fait que donc, pour les règles de combat, c'est ça qu'il y a à savoir. Maintenant, on va aller voir les règles de manipulation.
Les deux prochaines compétences à avoir sont la manipulation et la réflexion. Commençons par la manipulation. La manipulation, il s'agit de, comme le mot le dit, de manipuler les choses qui sont sur le plateau. C'est toujours le livret des règles qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on peut faire avec les compétences de manipulation puis de réflexion. Dans ce cas-ci, la manipulation va me permettre pour le vilain d'amorcer les bombes, transformant ces jetons-là en figurines de bombes. Et dans le cas de Batman et de ses amis, ça va être de désamorcer les bombes en levant les jetons sur le plateau. C'est toujours le livret de règles qui va nous donner la difficulté à égaler ou à surpasser pour réussir l'action de manipulation. Mais le principe reste le même. Ça veut dire que si Batman se trouve dans cette case-ci, il veut désamorcer la bombe. Dans ce cas-ci, le scénario, c'est une difficulté de 3. Batman lance des dés orange, c'est une difficulté de 6, je pense. Batman lance des dés orange, j'ai dit à difficulté de 6, c'est difficile. Je vais aller donc mettre 3 cubes dans cette zone-là pour lancer 3 dés orange. Je vais regarder si j'ai de l'équipement qui m'aide pour ça. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas. Sa compétence spéciale à Batman lui dit qu'il est artificier, il a donc un succès supplémentaire quand il essaie de désamorcer une bombe. Il lance ses dés, j'ai 6 succès, ok, fait qu'il a réussi à désamorcer la bombe. Fait que là, il enlèverait son jeton, il réussirait. S'il avait roulé ce que j'espérais, un résultat un petit peu moins bon, disons qu'il a roulé 5 succès, comme à l'habitude, il peut dépenser des cubes en relance jusqu'à temps qu'il essaye d'atteindre son 6e succès, mais dans ce cas-ci, j'avais oublié un succès automatique, fait qu'avec 5, il l'aurait quand même, grâce à son succès automatique. La réflexion fonctionne exactement de la même façon, mais en utilisant du matériel différent. C'est encore une fois le scénario qui va nous dire, dans ce cas-ci, on a des ordinateurs qu'on peut pirater, fait que si Batman était sur l'ordinateur, il pourrait mettre des cubes dans cette zone-ci pour tenter de le pirater. Chaque cube qu'il met lui permet de lancer un des rouges, et certaines capacités vont se déclencher. Lui, on voit, il y a le petit ordinateur ici, ça lui donne un succès à chaque fois qu'il essaie de pirater un ordinateur. Dernière chose à dire sur la manipulation, c'est également cette case-là qui nous permet de ramasser les items qui sont sur le plateau ou de se les échanger. Si par exemple il y avait une carte ici, Batman pourrait se déplacer et, disons qu'il est comme ça, déplacer un seul cube dans la zone de manipulation pour faire ce qu'on appelle une manipulation automatique. Ça lui permettrait de ramasser de la carte puis de la placer dans sa zone de jeu. J'ai déjà parlé de l'encombrement. Fait que là, ici, Batman viendrait de s'encombrer au maximum. Avec un cube de manipulation aussi, s'il y a un joueur qui est sur la même zone que lui, l'un des deux joueurs, ça peut être Catwoman ou ça peut être Batman, peut mettre un cube dans la zone de manipulation pour se donner un équipement. Catwoman ne peut pas plus utiliser les objets qui ont une tête de mort, fait qu'elle ne le prendrait pas, mais disons que Red Hood était là, lui, il peut tirer du monde avec un minigun. Donc, la manipulation automatique, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, il y a certains scénarios qui vont me dire aussi une réflexion automatique que je pourrais faire. Ça veut tout simplement dire de placer un cube pour réussir automatiquement l'action. Comme je l'ai dit, ces deux-là, c'est toujours le scénario ou les vilains, parfois, qui m'indiquent qu'est-ce que je peux faire avec mes manipulations, mes réflexions. Par exemple, Harley Quinn a un ami imaginaire qui lui donne un bonus toute la partie. Mais si je me trouve sur la même case qu'Harley Quinn, je peux tenter une action de réflexion pour lui faire réaliser que son ami est imaginaire. Puis là, je lui fais perdre ce bonus-là pour le reste de la partie si j'ai réussi le jet. Fait que c'est toujours en fonction du scénario qu'on va pouvoir utiliser ces deux actions-là. Maintenant, peut-être l'action la plus complexe du jeu, étrangement, c'est le déplacement. Premièrement, le déplacement, chaque joueur va avoir un déplacement gratuit une fois par tour, tel qu'indiqué ici. Fait que Batman, une fois par tour, pourrait dire « Je me déplace là, ça ne m'a rien coûté en déplacement, j'avais 2 points de déplacement gratuits. » Les cases sont séparées par des lignes blanches comme ça ici. Parfois, on a des lignes oranges comme celle-là, juste ici. Les lignes oranges et les lignes blanches, il n'y a pas de différence entre les deux mécaniquement. C'est juste pour s'aider à se rappeler que les lignes oranges, c'est qu'on rentre à l'intérieur d'une zone qui est fermée. Par exemple, si on rentre à l'intérieur d'un wagon du métro souterrain. Donc, cela étant dit, le déplacement, les petites choses à respecter. Premièrement, ici, vous voyez qu'on a une valeur de saturation de personnage. Fait qu'ici, il y a une valeur de saturation de 6. Ça ne veut pas exactement dire qu'il peut avoir juste 6 personnages. Ça peut vouloir dire, par exemple, qu'il peut avoir une valeur de 6 de... C'est quoi le terme qui est utilisé? Il y a un terme qui m'échappe, ça me reviendra tantôt. Mais c'est représenté par la petite figure qui est ici. Fait que ce personnage-là vaut 1 en termes de saturation de case. Fait que lui, on pourrait en avoir 6 sur la même case. Mais on voit que la version de Bane
qui est sur le venin, mais lui, il vaut 2 dans la saturation de case. Fait que lui, avec 4 togs, vont remplir complètement la case qui sont là. On ne pourra plus rentrer dans cette case-là. Je précise tout de suite que si une zone est pleine, par exemple, si on est comme ça veut dire que la zone est remplie à 6. N'importe quel autre joueur peut faire des attaques en mêlée sur cette case-là parce que c'est impossible de s'y rendre si on est évidemment sur une case adjacente. Fait que là, pour le mouvement, il y a ça. Également, pour le mouvement, il faut tenir compte de ce qu'on appelle le marqueur, le facteur de gêne. La gêne, c'est dans le fond l'handicap que le fait d'avoir des ennemis sur notre case va représenter. Dans le cas du déplacement, chaque personnage, comme je l'ai dit, a une petite valeur, qui sa gêne va être égale à cette valeur-là pour le déplacement. Fait que ce personnage-ci a une valeur de gêne de 1 pour le déplacement. Donc, si Catwoman veut se déplacer de cette case-là à cette case-ci, elle devra dépenser l'un de ses points de déplacement parce qu'il y a un ennemi sur sa case. S'il y en avait 2, Catwoman a 3 de déplacement gratuits par tour. Fait que juste se rendre là, ça prendrait ces 3 points de déplacement gratuits pour le tour au complet. Je précise que s'il y a des alliés dans la case, les alliés vont annuler leur propre valeur de saturation de zone. Fait ici, Nightwing annulerait ce personnage-ci. Catwoman n'aurait qu'à payer l'excédentaire de ce personnage-ci, fait que ça coûterait 1 point de déplacement, plus son point de déplacement à cause de la pénalité de ce personnage-là. Et pour le déplacement, c'est un peu ça qu'il y a à savoir. L'autre chose qu'il y a à savoir aussi pour le déplacement, c'est que dans le scénario, on nous indique, on a à la fin du livre, une espèce d'indication des zones d'élévation du jeu. Pour le scénario actuel, ça ressemble à ceci. Fait qu'on nous précise dans la petite légende dans le bas. Puis ça, c'est un défaut du jeu, c'est pas toujours clair. On nous précise que les zones en jaune ont un niveau d'élévation de 3. Fait qu'ici, toutes les cases autour du plateau ont une zone d'élévation de 3. On nous précise que les niveaux en bleu pâle, fait que les escaliers roulants ont une zone d'élévation de 2, puis le reste a une zone d'élévation de 1. Et on nous indique ici, je ne sais pas si on va bien le voir, on a une petite flèche avec une direction qui est en orange, puis l'autre direction qui est en blanc. Fait qu'ici, qu'on voit que dans cette direction-là, elle pointe autant orange qu'en blanc, alors que dans cette direction-là, elle ne pointe qu'en orange. Puis on a des effets similaires un peu partout. Et là, on nous l'explique ici. Fait que si j'ai une flèche qui pointe en orange, c'est une escalade. Si j'ai une flèche qui pointe en blanc ou en orange, ça peut être une escalade ou une chute. Ce qui veut dire que je dois payer, en termes de jeu concret, c'est que je dois payer une différence de points de mouvement. Fait que si Batman veut passer de cette zone-là à cette zone-là, c'est une chute. Fait que soit il se garoche en bas puis il se tape sa tête, il mange un certain nombre de points de dégâts, c'est expliqué dans le livre de règles, selon le niveau de la chute qu'il a. Soit il paye la différence en coût de mouvement pour être capable d'escalader puis de descendre la zone. Fait que ici, c'est une différence de 3 entre ces deux zones-là. Fait que ça lui coûterait 3 points de mouvement supplémentaires pour passer de cette zone-là à cette zone-là. Fait que 1 point de mouvement pour y aller, plus 3 parce qu'il escalade, puis dans ce cas-ci, plus 2 parce qu'en plus, il y a 2 bonhommes sur sa case. Fait que juste aller là, ça lui coûterait 6 points de mouvement. Il en a 2 gratuits. Tous les autres points de mouvement supplémentaires devraient être payés en mettant des cubes sur cette case-là. Il y a un indice de saturation de 4, fait qu'après ensuite, il ne pourrait plus se déplacer le reste de sa zone. A l'inverse, s'il veut passer de cette case-là à cette case-là, il doit la grimper. Il ne peut pas juste se garrocher en haut, ça se fait pas, fait qu'il doit la grimper. Fait que là, ça va coûter 1 point de mouvement pour passer à la case, plus 3 points de mouvement pour payer la différence d'élévation. Donc, 1 de mouvement gratuit, plus 3 de mouvement total de 4. Fait que ça va coûter 4 de mouvement, 2 de gratuit, 2 cubes à placer dans sa zone de mouvement pour grimper, parce que là, il n'y avait pas de personnage sur sa case, fait qu'il n'y a pas à payer de coûts pour les personnages. Le mouvement, ça marche un petit peu comme ça. Puis selon les scénarios, chaque scénario, on va nous indiquer qu'il y a des zones d'élévation différentes. On va nous indiquer si c'est une zone en rouge, je ne peux pas passer par là, ou je dois payer ou sinon je dois payer le coût en différence, soit en chute, soit en escalade. Et chaque scénario va avoir son petit set de règles par rapport à ça. Malheureusement, ça c'est un défaut du jeu, malheureusement, ce n'est pas indiqué directement sur le plateau. Je n'ai pas d'indice visuel, à part le style visuel du plateau, qui m'indique, par exemple, que cette zone-là, je dois payer un coût pour aller sur cette zone-là. Ce n'est pas précis sur le plateau, ce qui est un petit défaut. Dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention, on va le voir juste un petit peu ici. Certaines zones vont être considérées comme étant un terrain difficile. Fait que si cette zone-là, c'est un terrain difficile de 1. Si un personnage veut quitter cette zone-là, ben, il doit payer un coût en déplacement supplémentaire de 1.
Certains scénarios vont avoir des terrains dangereux où je peux recevoir des dégâts quand je sors ou quand je engendre dans cette zone-là, une zone enflammée par exemple. Je précise aussi que tous les personnages ou la plupart des personnages vont avoir des capacités de déplacement. Fait que par exemple ici son petit spring de 1 va indiquer que Batman il est bon pour faire du parcours. Fait qu'il va ignorer le premier point d'escalade qu'il a à dépenser à tous les tours. Fait que dans ce cas-ci, ça ne lui aurait coûté que 3 au lieu de monter plutôt que 4. On me dit aussi que l'espèce de petite griffe sur la botte, c'est qu'il est bon pour ignorer les terrains dangereux. Fait qu'il ne paye pas le point supplémentaire de déplacement quand il quitte une zone dangereuse. Ainsi de suite. Fait que tous les personnages vont avoir des valeurs différentes. Fait que pour le déplacement, c'est à peu près ça qu'il y a à savoir. Prochaine petite précision, le phénomène de gêne. Là, j'ai déjà parlé le phénomène de gêne, comment il affecte le déplacement. Fait que pour le déplacement, on va aller regarder ma valeur que je vaux en saturation de zone, puis l'ennemi va avoir à payer ce coût-là. Fait que si ce personnage-là, ici, qui est pogné avec Batman, veut quitter la zone, et il est seul avec Batman, ben, il doit payer un point de déplacement supplémentaire parce que Batman vaut 1 en saturation de zone. Et chaque allié va occuper l'ennemi. Fait que cet allié-là pourrait s'occuper de Batman pour que lui puisse quitter la zone sans payer le surcoût. Fait que le phénomène de gêne, j'ai déjà dit. Soit dit en passant, pour les ennemis, le déplacement marche exactement comme pour les héros. Leur valeur de déplacement est ici. Et s'ils ont des capacités de déplacement, ça va être indiqué dans le bas de leur fiche. Cela étant dit, le phénomène de gêne, il y a une deuxième partie qui est sur les actions d'attaque à distance, sur les actions de réflexion, puis sur les actions de manipulation. Parce que si Batman il est ici, par exemple, il est en train d'essayer de pirater l'ordinateur, ça va moins bien quand il y a quelqu'un qui tire au Uzi, puis il y a quelqu'un qui le tapoche dans le dos, puis il y en a un autre qui donne des coups de crowbar en arrière de la tête. Ça va moins bien pour pitonner sur un ordinateur, paraît-il. Fait que ça, ici, on va avoir le phénomène de gêne, mais cette fois-ci qui fait référence à la menace du personnage. Le niveau de menace d'un personnage il est indiqué avec dans ce petit triangle-là marqué d'un point d'exclamation. Fait que ce personnage-là a un niveau de menace de 1. Et là, je ne vous montrerai pas toutes les tuiles, mais ces trois personnages-là ont un niveau de menace de 1. Comment le phénomène de gêne fonctionne, c'est que si Batman tente une action de piratage, disons qu'il lance ses dés, il est particulièrement chanceux et il roule un triple 2. Ça lui donne donc un total de 7 succès, parce qu'un succès automatique quand il essaie de désamorcer une bombe. Ben, chaque niveau de menace présent à l'intérieur de sa case va lui enlever un succès. Fait que ces trois bonhommes-là lui bloqueraient son succès automatique, en plus de lui bloquer ces deux succès-là, ce qui le laisserait avec un score final de 4 succès. Ça y en prend 6 désamorcer la bombe. Il rate son coup parce que ça allait pas bien vu que quelqu'un tirait dessus puis l'autre l'assommait. Les personnages qui sont dans la même zone, comme pour le déplacement, peuvent s'occuper d'un des bonhommes pour réduire le niveau de menace dans la zone actuelle, rendant plus facile le jet. Et cette règle-là de niveau de gêne s'applique autant pour les actions de tir à distance que pour les actions de manipulation que pour les actions de réflexion. Ça va pas super bien. Green Arrow est dans le jeu, par exemple. Ça va pas super bien tirer à l'arc pendant qu'il y en a trois qui te tabassent à côté. Il y a juste les actions de mêlée qui ne sont pas assujetties au phénomène de gêne. Même si Batman est avec 3 ennemis sur sa case, s'il tapoche lui en mêlée, les 2 autres ne lui donnent pas de pénalité. Parce qu'on sait que Batman il est très bon pour en tapocher 3-4 en même temps. Fait que pour le phénomène de gêne, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Dernière petite chose que je préciserai, là, j'en ai parlé à quelques reprises, mais il ne faut pas oublier, là, je ne reviendrai pas sur chaque détail, que chaque personnage a de multiples habiletés. On voit ici que Catwoman a 3 habiletés différentes pour son déplacement, elle ne peut pas utiliser d'arme létale non plus, elle a une habileté en défense, 2 quand elle manipule, une en mêlée, etc., etc. Batman en a aussi plusieurs. 2 en mêlée, 2 en réflexion, 1 en manipulation, un trait. Là, il y a certains traits qui sont des aptitudes qui s'appliquent toujours. 2 de mouvement, 1 de défense, puis une deuxième en défense. Fait qu'il y a un paquet d'habiletés différentes. Et là, pour aller les chercher, on va avoir besoin d'aller faire référence au livre de règles. Dans le livre de règles, on va avoir l'icône associée, fait que c'est poison, électricité, 2 icônes, et le descriptif. Je vais avoir pareil. Puis là, on en a plusieurs pages. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En incluant les traits, on a comme 13 pages d'habileté, de compétences, de particularités sur chaque personnage. Fait qu'on va avoir à les passer, ici comme Retaliation, on va avoir à les passer la première partie de chaque game, à aller vérifier chacun de nos icônes pour voir qu'est-ce que chacune des habiletés fait. Chaque habileté vient à un niveau, c'est ça le petit trait qui est en noir ici, il va avoir un chiffre d'indiqué sur notre fiche tel qu'on le voit
ici, là, j'en ai parlé tantôt, fait que lui, il a ses habiletés-là au niveau 1, il a ses habiletés-là au niveau 1, ben toutes ses habiletés sont au niveau 1 à Batman, sauf ici, là, pour faire des enquêtes, il est vraiment très fort, il a une habileté de niveau 2. Et ainsi de suite, fait qu'il y a beaucoup d'habiletés, de particularités à l'intérieur du jeu qu'on va avoir à aller vérifier dans notre livre de règles. Et comme je le disais aussi, tous les vilains, quand on regarde les différentes tuiles, tous les vilains vont avoir aussi différentes habiletés sur leurs tuiles qu'on va avoir à aller vérifier à l'intérieur du livre de règles pour savoir qu'est-ce que ces habiletés font. Peut-être des derniers petits détails. Les vilains vont avoir aussi des particularités au combat. Ici, des fois, ils vont nous donner des choix. Certaines cartes d'équipement aussi vont nous donner le choix. Le vilain, à chaque fois qu'il va activer cette version-là de Bane, il va avoir le choix d'attaquer. Soit Bane va attaquer en mêlée quand il attaque, parce que Bane pourrait très bien amorcer des bombes, pirater les ordinateurs. Mais si Bane décide d'attaquer, ben, il va décider soit d'attaquer une fois avec 2 dés noirs en mêlée, donc sur sa propre case, soit il va attaquer 3 fois avec 2 dés jaunes. C'est ça le petit 3 qui veut dire. Ça veut dire qu'il va faire, s'il décide de prendre cette option-là, les dés sont moins forts, ils ont moins de chances de faire des dégâts. Par contre, il va les lancer 3 fois. Fait qu'il fait 3 attaques successives. Fait que mon vilain, mon héros, plutôt Batman, ça se pourrait, ou n'importe quel autre, ça se pourrait qu'il dépense beaucoup de cubes en défense pour tenter d'esquiver l'attaque. Je précise aussi, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais quand on active un vilain, il a le droit à un déplacement, qui est indiqué ici, et une action. Son action, ça va être à choisir parmi les actions qui sont ici. On va régulièrement choisir des actions d'attaque, qu'elles soient en mêlée ou en range, puis on respecte le phénomène de gêne pour les attaques de range comme les héros. Mais certains vilains ont aussi des options. On voit ici sur ces 3 vilains-là, il y en a juste un des 3 qui a l'option de faire des manipulations, des réflexions, fait d'aller pirater les ordis, d'ouvrir des coffres, d'amorcer des bombes, des trucs comme ça. Et chaque tuile, parfois, d'autres vilains, comme ici, il y a un Tog que lui peut faire l'action de réflexion, fait que lui est capable d'aller pitonner un peu sur des ordinateurs. Fait que ça, c'est à préciser. Et ensuite, comme je le disais, on a un paquet d'habiletés. Ici, Bane peut défoncer des murs. Fait que s'il défonce des murs, il va aller placer des marqueurs comme ça pour montrer que ces zones-là sont maintenant adjacentes. Des trucs comme ça. Fait que ça, il faut aller vérifier dans les livre de règles. Il y a vraiment beaucoup d'habiletés. Et là, je pense que je fais le tour de ce qui a à être dit. Les autres règles, les règles d'explosion, d'habileté, de fumée, de flammes, etc. Vous allez les retrouver à l'intérieur de ce livret de règles-là qui est très bien fait, soit dit en passant. Puis pour le reste, ben, je pense que c'est le temps que je vous dise ce que j'en pense. Si vous n'avez pas encore deviné. Donc, Batman Gotham City Chronicles, qu'est-ce que j'en pense? Commençons avec le matériel. Vous l'avez vu, le matériel est d'une qualité que je qualifierais de stellaire. C'est un matériel vraiment de super bonne qualité. Tout est presque parfait. Donc, tout ce qui est composante de base, là, fait que les jetons, les cartes, c'est super beau, c'est super malléable, c'est super facile à comprendre. Les fiches de personnages, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'iconographie, mais on finit par s'y retrouver quand même assez facilement. Les bat-tablettes sont l'équivalent des fiches qu'il y avait dans Conan, qui est l'ancêtre de ce jeu-là. Et elles sont améliorées par rapport aux fiches de Conan pour la simple et bonne raison que maintenant, chaque endroit où on va placer ces cubes est prévu pour retenir les cubes en place si jamais on déplace notre fiche. Donc, si on accroche notre fiche, les cubes ne partent pas dans tous les sens, ça les garde en place. C'est super apprécié, fait que ça peut éviter des confusions pendant la partie. Même chose pour le plateau du vilain, son plateau principal en plastique. C'est super clair, c'est super facile à comprendre, c'est super malléable. Puis là, ils ont incorporé à l'intérieur du plateau les fiches de points de vie des vilains s'il y en a. Dans le scénario que je vous ai montré, c'est Bane. Mais il peut y avoir jusqu'à 4 vilains en même temps qui ont des points de vie. Ils ont chacun leur piste de points de vie au lieu d'être une piste à part. Super clair. La couleur de tout ce qui est jeton aussi rend la compréhension du jeu plus facile. Tout ce qui est gris fait référence aux vilains. Tout ce qui est bleu fait référence aux héros. Fait que le pion du tour de jeu, par exemple, on le tourne pour montrer qu'on est du joueur côté joueur héros, côté joueur vilain. Pour être sûr de se rappeler, c'est à qui de jouer. Les figurines sont grises pour les vilains, bleues pour les héros. Il y a des figurines neutres aussi qui sont oranges, comme des citadins, des passants, des sans-abri dans les souterrains, des trucs comme ça. Donc, tout est fait pour que visuellement, ça soit facile de s'y référencier. Au niveau des composantes, peut-être les 2 petits défauts. Puis avant d'aller avec les défauts, la dernière qualité, les plateaux de jeu sont vraiment, le style visuel des plateaux de jeu est fantastique.
Puis ils n'ont pas été, j'avais beaucoup aimé ça de Conan et de Mythic Battles dans une certaine mesure, mais ils n'ont pas été avec des plateaux modulaires que je prends un paquet de tuiles puis que j'assemble ensemble puis que là, ça peut se déplacer pendant la partie. C'est un gros plateau de jeu qu'on défait comme un vrai plateau de jeu de société. Puis dans la partie, ils nous en fournissent quand même 4. Il y a 2 grands plateaux recto-verso, fait qu'on a 4 environnements dans lesquels il peut y avoir différents scénarios. Puis si on a différentes extensions en free que je suis comme jeu, ben ça rajoute au total 2 autres plateaux qui sont chacun recto-verso aussi. Fait qu'on parle de 8 plateaux quand même au total, c'est beaucoup. Fait que 8 environnements dans lesquels il peut y avoir des scénarios, c'est quand même beaucoup. Cela étant dit, là, je m'enlignais sur mes 2 petits défauts. Premier défaut, sur les plateaux, il y a déjà beaucoup d'informations, mais des fois, c'est pas toujours clair les informations qui font référence à la hauteur relative des différentes zones entre elles. Fait que celle-là est une hauteur de 3, celle-là est une hauteur de 2, celle-là est une hauteur de 1. Puis c'est pas toujours non plus très clair la résistance des différentes murailles, des murs, des parois qu'on peut défoncer, soit avec des objets, soit avec des habiletés. Puis la raison pour laquelle c'est pas clair, c'est parce que cette information-là, dans le livre de règles, ils n'ont pas directement sur le plateau. Fait que dans le livre de règles, je vous l'ai montré, il y a une page qui m'indique toutes les hauteurs, le niveau d'élévation de chaque zone, le niveau de résistance de chacune des parois du plateau, puis c'est quoi la difficulté que je vais avoir si je veux grimper de telle case à telle case, ou si je veux faire exploser telle paroi, quelle résistance j'ai à affronter. C'est intéressant que ça soit dans une description, c'est facile d'y faire référence, mais le livre de mission, on a quand même besoin un petit peu pendant la map, fait qu'il n'est pas toujours sur cette page-là. Puis ça a été le fun qu'ils réussissent d'une façon ou d'une autre à incorporer cette information-là sur le plateau, directement, parce que de toute façon, c'est toujours la même chose. Fait que pour qu'on sache que cette case-là a un niveau d'élévation de 3 par rapport à cette case-là, ça aurait été intéressant, ça donne des bonus au convoi, etc. Il aurait été le fun qu'ils trouvent un moyen de l'incorporer. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur le plateau, c'est vraiment pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, mais ça aurait été bien. Le deuxième petite chose que je trouve un petit peu dommage, puis c'est vraiment mineur, c'est ce qu'on appelle en anglais du nitpicking. Moi j'ai pris la version française du jeu, fait que tout ce que j'ai comme matériel, livre de règles, tout est en français, sauf ce qui est imprimé directement sur les cartes. Par exemple, les cartes d'équipement sont toutes en anglais. C'est pas grave parce que ultimement, il n'y a pas de texte sur les cartes équipement, il y a juste le nom de la carte qui est en anglais. Par exemple, ma grenade étourdissante va s'appeler Stun Grenade, mais le reste de la carte, c'est juste des caractéristiques, des statistiques, des chiffres et des discounts. Fait que c'est pas très grave, je comprends ce que c'est, mais on dirait que je trouve ça un petit peu dommage que le jeu ne soit pas entièrement en français pour ceux qui le prendront. Ceux qui l'ont pris plutôt en français. Mais en fait, tout le monde l'a en français, là, il arrive dans les 2 versions. Je comprends qu'il n'a pas voulu imprimer toutes les cartes en double juste pour changer le titre de la carte. Je suis tout à fait conscient de ça, surtout dans une perspective environnementale de nos jours, pour pas gaspiller du papier de plus, mais quand même, ça me fatigue pendant les parties de voir les cartes en équipement en anglais étalées sur le plateau alors que tout le reste est en français. Cela étant dit, c'est extrêmement mineur. Mon vrai deuxième point négatif, c'est justement les icônes de pouvoir. Chaque personnage a beaucoup d'habiletés spéciales. Batman en a 7 ou 8, je pense, différentes. Toutes les habiletés spéciales font référence à l'une des compétences du héros. Fait qu'il y a, Batman, il y a 2 capacités spéciales en mêlée, il y a 2 capacités spéciales quand il fait une réflexion, une manipulation, il y a 2 ou 3 capacités spéciales de déplacement. Il y a un paquet d'affaires différentes, puis chaque héros, Catwoman, Red Hood, ainsi de suite, ils ont chacun leur propre capacité. Et sur nos fiches, nous ne voyons que les icônes. Les icônes font référence au livre de règles, et à l'intérieur du livre de règles, ces capacités spéciales-là sont classées en ordre alphabétique. Et là, c'est problématique. Parce que sur ma fiche, c'est pas écrit le nom de la compétence, je ne vois que son icône. Ce qui veut dire que si j'ai l'icône sur la fiche de Batman, par exemple, qui fait référence à, je sais pas, contre-attaque, moi je sais pas que c'est contre-attaque la première fois que je joue. Fait que je passe toutes les capacités une par une avec leur paragraphe ou leur demi-page de description, d'explication, en regardant chacun des icônes jusqu'à temps que je trouve ok, c'est contre-attaque. Lui c'est un C, c'était relativement au début. Si ça avait été puissante attaque ou une habileté qui s'appelle insaisissable ou vol ou whatever, il faut quand même à chaque fois repasser toutes les capacités une par une jusqu'à temps qu'on trouve le bon icône. J'aurais aimé que ça n'aurait pas été compliqué. Au début du chapitre des capacités dans le livret d'instruction, on fait une page où on met tout simplement tous les icônes avec leur nom. Fait que sur cette page-là, je peux trouver mon pouvoir,
trouver l'icône qui est associée, puis aller voir dans le descriptif plus loin. Là, c'est les premières minutes de chacune des parties. On passe presque 15-20 minutes à faire le tour de chacun des personnages, c'est quoi ses compétences, puis aller voir dans le livre d'instruction. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est une petite botte avec des ailes, ça c'est, je trouve 3-4 pages plus loin. Ah, ok, ça c'est insaisissable. Fait que là, je te lis ton descriptif d'insaisissable. Puis après, t'as quoi? Une petite botte avec un spring en dessous. Ah, je sais pas trop c'est quoi. Ah, ça c'est parcours. Ça c'était parcours finalement. Ça a été le fun. Soit qu'ils l'écrivent sur la fiche, c'est quoi le nom de l'habileté, soit qu'ils fassent une petite aide de référence pour qu'on sache chaque icône, comment elle s'appelle, pour qu'on puisse ensuite les trouver rapidement dans le livret d'instruction, parce que sinon on passe vraiment beaucoup de temps au début des parties. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qui s'efface à la longue. Après quelques parties, on les sait par cœur, c'est quoi ces habiletés-là, on en sait plusieurs à tout le moins. Mais quand même, c'est pas facile, c'est pas intuitif les premières fois. Mais c'est vraiment le seul défaut du livre de règles. À part ça, il est vraiment super clair. Puis il a clarifié beaucoup les tours de jeu. Ils ont appris de Conan. Fait que, tu sais, ils ont mis une séquence pour l'attaque, par exemple. Ils ont mis une séquence d'à peu près 10 étapes, juste pour être sûr que ça soit très très clair, que l'attaquant fait ses attaques, décide des pouvoirs qu'il utilise, il décide du nombre de relances qu'il a, déclare qu'il a fini de faire son attaque. Ensuite, on arrive à l'étape 5. Le défenseur déclare combien de dés il met en défense, fait ses jets, fait ses relances, déclare s'il fait des relances supplémentaires. C'est très très détaillé, la séquence de tour de jeu, pour être certain qu'il n'y a pas de confusion. C'est super. C'est la même chose pour toutes les compétences, tous les jets du jeu, tous les jets du jeu. Donc, le livre de règles est vraiment top-notch. Même chose pour le livret de mission, c'est très clair comment on doit placer ça. C'est un peu confus, l'espace en bas à gauche de chacune des missions, les jetons qu'on doit utiliser. Il aurait pu trouver une solution peut-être plus claire. Ils ont voulu y aller dans une espèce de visuel techno qui est intéressant, mais que c'est un peu confus les premières fois qu'on joue. Mais c'est vraiment des petites choses. Sinon, les livrets de règles, autant livrets de mission que livrets de règles, c'est vraiment super, super clair. Il y a énormément de matériel dans le jeu, vous l'avez vu, c'est du matériel de bonne qualité. Des règles claires, un système de jeu que j'avais adoré. Puis peut-être la dernière chose que je vais dire, c'est la plus grosse différence probablement au niveau des règles qu'il y a entre Conan et Batman, c'est le fait qu'ils ont enlevé les éliminations de joueurs. Les éliminations de joueurs dans Conan, si tous nos cubes d'énergie étaient passés dans notre zone de blessure, on était éliminé, on sortait du jeu. On pouvait passer les 15, 20, 30 dernières minutes de la partie à conseiller, à suggérer des choses, mais à ne plus être impliqué dans la partie. Là, ils ont enlevé ça. Puis c'est évidemment extrêmement positif, ce qui fait que si un joueur a tous ses cubes dans la zone de blessure, ben, il va tout simplement perdre un tour. Ça, ils ont changé la façon de faire. Fait qu'il va prendre un tour à ramener un certain nombre de cubes dans sa zone de fatigue, puis après il va pouvoir commencer à se réactiver, même si c'est juste 2 cubes par tour. Fait que ça, c'est super positif. Puis mis à part ça, ben, c'était le même système de règles de Conan que j'avais adoré. Que c'est un système qui est intuitif. Les joueurs, pendant leur tour de jeu, vont décider dans quel ordre font les actions, ils vont décider l'intensité dans laquelle font des actions. Il y a un petit côté de pousser sa chance le plus possible. Est-ce que j'y vais pour un dé de plus ou j'essaie de garder des cubes pour quand je vais me faire attaquer pendant la phase de défense. Fait que j'essaie de faire des attaques plus faibles en espérant être chanceux sur les dés. C'est super intéressant. Le tour du vilain est aussi super intuitif, super facile à gérer en activant 0, 1 ou 2 tuiles, en payant leur coût puis en activant tous les bonhommes qui correspondent à cette tuile-là. Les règles de mouvement sont assez simples à comprendre. Les règles d'attaque sont très simples à comprendre. Par rapport à Conan, ils ont rajouté 2 types de dés qui sont des dés très variables dans leurs résultats. Le dé noir où on a 0, 1 ou 4 succès, mais juste une chance sur 2 d'avoir des succès sur le dé. C'est super intéressant. Ça rend justice à des personnages comme Bane, très enragés, là, qui vont donner des grands coups. Killer Croc, là, qui donne des grands coups faciles à éviter, mais que si t'accroches, par exemple, ça fait très mal. Donc, vraiment, c'est un excellent jeu selon moi. J'avais déjà adoré Conan. Ils ont pris ce système de règles-là qui est simple, qui est intuitif, qui est le seul système de règles un contre tous où je confierais sans hésiter le rôle du vilain à un joueur qui joue pour la première fois au jeu. Il va comprendre le jeu et être capable de s'en sortir. C'est les seuls que je ferais ça. Je ferais pas ça à Descent, je ferais pas ça à tous les Seven Sins. Je ferais pas ça à aucun des jeux One vs All que je connais, mais je le ferais à Conan. C'est le seul que je ferais ça, puis je le ferais maintenant à Batman. Donc, cela étant dit, je ne mettrai pas de note. Vous savez ce que j'en pense. C'est un excellent jeu. Je vais évidemment vous suggérer de vous le procurer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que son vrai plus gros défaut, c'est sa difficulté
à se procurer. La seule façon de se le procurer, si vous ne voulez pas payer 600$ sur eBay, c'est de passer par la plateforme Kickstarter du jeu. Heureusement, les créateurs ont déjà annoncé une deuxième saison dans laquelle vous pourrez évidemment vous procurer tout le contenu de la première saison. En tout cas, je l'assume. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne, qui va commencer au début du mois de juin, quelque chose comme le 4 ou le 5 juin. Fait que ceux que ça intéresse, quand ils vont voir cette vidéo-là, au lieu d'aller chercher ça à des centaines de dollars sur les sites de revente sur Facebook ou sur eBay, vous pourrez vous procurer, si vous êtes prêt à attendre une petite année, le temps qu'ils reproduisent puis qu'ils rebâtissent tout ça. C'est vraiment quelque chose de vraiment très 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 solide si on aime ce genre de jeu-là. Cela étant dit, également, nous l'équipe du professeur Board Game, organisons un événement de jeux de société qui s'appelle les Meeple Olympiades au début du mois de juin également. C'est rare que j'en parle dans mes critiques de jeux de société, mais cette fois-ci, j'en glisse un mot parce que je serai sur place à montrer des démos de jeux, à vous faire essayer des jeux si ça vous tente de venir. Et l'un des démos de jeux que je ferai tourner est évidemment Batman, que j'amènerai sur place. Je ne ferai pas rouler de partie complète, c'est un peu trop long pour le type d'événement que c'est, mais je ferai rouler des séquences de tours de jeu pour que les joueurs intéressés puissent essayer le jeu live, essayer le jeu avec toutes ses composantes. Et nos Meeple Olympiades ayant lieu le 8 juin, la campagne de Batman devrait être live sur Kickstarter au même moment. Donc, fait que en sortant des Meeple Olympiades, vous pourrez aller supporter la campagne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait que vous viendrez nous participer. Vous pourrez avoir les informations sur les Meeple Olympiades sur notre page Facebook. Parlant de ceci, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vais vous inviter à venir nous visiter sur nos différentes plateformes, fait que Facebook, Twitter. Évidemment, venir nous supporter sur notre page Patreon pour que nous puissions continuer à vous fournir du nouveau contenu. Et sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que ce fut éclairant comme revue pour vous. Et je vais vous dire à la prochaine.